Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. On va parler du combat entre les deux flèches montantes de la catégorie des flyweight à l'UFC. Il s'agit évidemment de Erin Blanchfield qui combattra contre Manon Fiorot et la meilleure personne avec laquelle en parler, Aldric Cassada. Aldric, comment vas-tu? Salut Chris, bonjour à tous. Ça va très bien et toi? Ça va très bien, très très content de pouvoir faire ce podcast avec toi et il nous est présenté par notre partenaire unibet.fr. Donc je lance le pré-roll et on s'y met. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet de nous soutenir et de soutenir également le Coach Talk. Bon, on va discuter de Erin Blanchfield contre Manon Fiorot qui aura lieu donc le 30 mars à Atlantic City. Et maintenant, on a l'information qu'on n'avait pas au moment de l'annonce. Ça ne sera pas le main event. Donc, je vais peut-être commencer par cette question-là. Ce n'est pas le main event, donc c'est en 3 rounds ou il y a une négociation potentielle pour un 5 rounds? Euh, Très honnêtement, ça faisait pas partie de la négociation. Tiens, je vais en profiter pour clarifier juste deux, trois trucs qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Oui, c'est Aldric qui prend le Twitter de Manon. Écoutez, il faut arrêter de penser. Quand je dis écoutez, c'est pas du tout à toi, mon Christian. Je parle de la pensée collective que sous prétexte que Je sais que Manon tu est ne une. vois pas. Et non. Mais sous prétexte que Manon est une femme, elle peut être influencée par telle ou telle personne ou son concubin ou son coach ou son manager, peu importe. Les choix, moi je donne mon avis comme tout autre athlète, Axel Sola, Virgil Hogan et tous ceux dont je m'occupe, il revient à l'athlète. Et, euh, et le petit clash de Manon vers Weili Zhang et Alexa Grasso provenait de Manon. L'envie, la négociation, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on négocie plutôt le 5 rounds ou quoi? Elle m'a dit, ça m'est égal, je vais régler le problème en 3 ou en 5. Donc voilà, il y avait une détermination de Manon de faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le seul choix qui nous a été donné, c'est d'attendre. Moi, j'ai toujours eu envie d'être franc et honnête envers les gens qui nous écoutent. Toi, c'est évident, mais bien sûr, nos auditeurs. Et voilà, le seul choix qu'on avait, on pouvait faire ce que je vais appeler, moi, une Léon Edwards, c'est-à-dire patienter peut-être un an, enfin jusqu'au mois de décembre en tout cas, pour avoir le title shot. Euh, C'était bien Manon qui était prioritaire, entre guillemets, en patientant. Mais après, il faut. Léon Edwards l'a fait. Est-ce qu'il avait des blessures à soigner? Est-ce qu'il avait. Ça lui a plutôt bien servi. Hein, et c'était un choix judicieux pour lui. Maintenant, le choix que Manon m'a demandé, moi, c'est de rester actif. Euh, elle s'entraîne. Elle veut combattre. Et si pour ça, il fallait passer par la case Blankfield, ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Donc, c'était quelque chose de normal, puisqu'elle a aussi un très beau run au UFC. Et voilà, comme ça, au moins, la messe sera dite, les choses seront faites, et puis elle va faire face à ça. Mais en tout cas, le choix d'attendre ou de prendre Erin, il n'y a eu aucune négociation la pensée de Manon. Elle m'a tout de suite dit non, 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 j'attends pas du tout. Je veux recombattre, je m'entraîne, je suis en forme, je veux recombattre. Donc ça, c'était pour la première partie. Pour moi, c'est le choix judicieux à faire. La vie est faite de probabilités, de risques et tout ce qui s'ensuit. Si tu attends, il n'y a rien qui te garantit qu'en attendant, tu vas pas te blesser après et quand même te faire couper l'air sous le pied. Et puis, il y a cette deuxième partie aussi où tu pourrais attendre et les circonstances font que tu n'es plus le contender numéro un au moment du retour de la championne. Donc, tu pourrais avoir une situation où tu attends, Erin, elle combat, elle gagne. Là, déjà, il y a un argument supplémentaire du côté de Erin au moment du retour de la championne. La championne veut revenir, boum, elle se blesse. Erin recombat, elle regagne. Et là, il n'y a plus d'argument, c'est Erin qui prend Je la suis place. d'accord. Donc, attendre est rarement une bonne idée. Sauf quand c'est des circonstances exceptionnelles, comme tu l'as dit pour Leon Edwards, c'était dans son intérêt d'attendre parce que ça lui permettait de revalider certaines blessures et bah, d'être à 100% au moment du retour du champion pour son title shot. Donc ici, voilà, moi je vais pas remettre en question le choix de rester actif. Il y avait une question d'un de nos membres qui demandait ça, mais je préfère la poser à Manon directement quand on la prendra en interview. Il y a une des questions de justement par rapport à ça. Pourquoi avoir pris le combat plutôt que attendre d'obtenir le title shot et
Et on va aussi prendre son opinion directement Ouais, puis là-dessus. comme je te dis, c'est son Toi, choix. de ton côté. Oui. Vas-y. Vas-y, je t'écoute. Voilà, toi, de ton côté, quand le combat a été proposé, quel a été ton premier feeling? J'imagine que tu t'y attendais un peu. Tu te disais, OK, normalement, on a une title shot, mais on connaît l'UFC, on connaît les circonstances aussi. Il y a des combattantes qui sont blessées. Grasso, Shevchenko, il y a des blessures. Donc, tout est possible. J'imagine que c'est un combat auquel tu avais déjà pensé par le passé, auquel tu pensais davantage depuis la victoire de Manon contre Rose. Au moment où ça a été officialisé, quel est ton mindset? C'est un combat que tu aimes bien. Il me semble qu'on en avait parlé en off, déjà il y a longtemps, avant même que Manon ne combatte contre Rose. Et c'est un combat d'un point de vue style que tu aimais beaucoup. Est-ce que tu peux élaborer un peu pourquoi, sans rentrer évidemment dans le détail du game plan, parce que on craint toujours les espions. Non, mais bien sûr, moi, j'aime ce genre de combat et je l'ai toujours dit. Je veux dire, c'est pas un scoop. Il peut y avoir un anglophone qui traduit à Erin ou à son camp, c'est pas du tout un problème. Manon n'est pas une strikeuse. C'est une combattante complète. Euh, Aujourd'hui, le boxing squad, je pense que effectivement notre patte entre guillemets, je dis notre parce qu'il y a plein d'autres personnes qui s'investissent avec moi. Si on devait la résumer, je pense qu'on parlerait de déplacement et de chain wrestling. Voilà, là où on excelle vraiment le plus. À partir de là, Manon, elle est comme les autres. Elle s'entraîne tous les jours dans une discipline de préhension. Et il y a en aucun cas un match-up contre un grappleur m'inquiète. Pas du tout même, puisque c'est vraiment ceux auxquels je pense qu'on est le plus en avance. Après, un combat, c'est jamais facile. On respecte énormément Erin Blanchfield parce qu'elle a fait preuve de beaucoup de résilience et de volonté dans ses combats. Moi, je vais nuancer un petit peu. Moi, j'aime ce match-up. C'est vrai que les deux filles sont à 6-0. Maintenant, pour être totalement honnête, c'est pas le même run. C'est pas le même run. Je vais répondre d'abord à ta question et développer ensuite. Oui, ce match-up me plaît parce que je pense qu'on a largement les armes pour montrer que Manon est au-dessus. Erin Blanchfield, elle sera championne de l'UFC, mais elle a 24 ans, elle devra attendre que Manon elle prenne sa révérence. Manon est au-dessus, on va le montrer. Et c'est pour ça que ce match-up me plaît beaucoup parce que c'est des oppositions de style qu'il y a plus chez les garçons. Tu vois, des match-ups où tu sais que tu vas te faire lutter. Chez les filles, il y en a peu. Et moi, c'est des match-ups sur lesquels j'aime travailler. Tu vois, des Axel Sola, Tourpal, Younoussov, des match-ups comme ça. J'aime beaucoup les bosser d'un point de vue coach parce que c'est technique, parce que ça demande de la répétition, ça demande beaucoup d'heures de travail pour montrer les ajustements à faire. Donc, en tant qu'entraîneur, ils me plaisent. Après, voilà, c'était inévitable. Le pourcentage de chances qu'il y ait match nul, je crois qu'il était de 1 chance sur 64. Si à côté, je parle des deux championnes, hein, je parle de Valentina et de Alexa. Sur ce pourcentage de 1 sur 64, vient se greffer une double blessure. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune probabilité qui existe, mais une double fracture de la main. Donc, voilà, c'était écrit que ce combat devait se faire parce que la probabilité qu'il se fasse était vraiment mince, voire quasi inexistante. Mais c'est vrai qu'en tant que coach, le match-up me plaît énormément. Avant de parler du run des deux, si tu veux, je te laisse rebondir là-dessus, puis on enchaîne là-dessus. Non, je pense que ce que tu as dit est très clair et très juste. Il n'y a pas spécialement à contredire. Donc tu peux continuer ton fil d'idée. Non, le run, tu vois, il y a un 6-0, mais c'est pas le même. Je vais nuancer un petit peu et c'est totalement objectif ce que je dis. Ça aurait pu être en notre défaveur, c'est-à-dire que il y a un 6-0 avec, je pense moi, des match-ups qui sont. Euh, Nous, on n'a pas eu sur notre route de Sarah Alpar ou de filles comme ça. Comment dire? C'est pas seconde zone, mais voilà, c'est des combattantes vraiment de l'autre partie du top 50, tu vois. Il en est de même pour Molly McCann, qui est pour moi pas une 57 et qui est beaucoup trop unidisciplinaire.
et tu vois, je pense qu'elle a eu beaucoup de réussite sur pas mal de match-up, notamment une Andrade qui savait pas si elle descendait ou si elle restait, qui était en dessous de la limite carrément des flyweights, et une Talia Santos qui, à mon avis, était beaucoup meilleure que ce qu'elle a présenté ce jour-là. Et ça, c'est dû à l'expiration de son visa qui n'a pas été renouvelé. C'est pour ça que là, on est un petit peu, tu vois, on ne sait pas vraiment si elle est dans le roadster, pas dans le roadster. Aujourd'hui, elle n'y est plus dans le classement, mais elle dit qu'elle va y retourner. Talia Santos. Donc voilà, il y a eu de la réussite sur les match-ups. Il y a eu beaucoup de rounds perdus, notamment contre Gigi Aldrich, contre Andrade pour un juge. Et je pense que pour l'instant, la prestation de Manon a été plus dominante. Même s'il y a des finishes, et on sait qu'elle est extrêmement dangereuse dès qu'elle a réussi à obtenir le takedown. Maintenant, nous, ce qu'on dit souvent sur Fight Mind, c'est qu'au final, est-ce que les finishes ont réellement plus de valeur qu'une décision très convaincante? Parce que voilà, si on analyse comme ça, une décision convaincante où tu vas prendre 30-27 ou plus, ça prouve que tu as juste pris tous les rounds, que tu as été capable de dominer de A à Z ton adversaire, alors que de temps en temps, à un finish, tu as toujours cette question qui se pose de OK, je sais qu'on refait le monde avec des tirs, mais si le finish n'avait pas eu lieu, que se serait-il passé? Donc, dans l'analyse d'un run, je pense que les finishes, ça te permet de sauter des étapes, de prendre des marches plus hautes et plus grandes parce que l'UFC aime bien ça et ça fait vendre et d'un point de vue marketing, c'est intéressant et on l'a toujours dit. Aujourd'hui, tu as le sport et tu as le marketing, les deux vont ensemble. Si tu veux aller plus vite vers le sommet, le marketing est important. Et dans la partie marketing, il y a la partie violence, finalisation, performance divertissante, on va dire, parce que performance est un mot plus large. Ceci étant dit, si on analyse d'un point de vue uniquement sportif, certains finishes ont plus de valeur que certaines décisions, mais certaines décisions ont plus de valeur que certains finishes selon moi. Moi, j'ai préféré voir un Ilia Topuria qui gagne à la décision contre un Josh Emmett de cette manière-là, qu'un Jorge Masvidal qui gagne contre un Ben Askren. La victoire de Ilia Topuria me donne beaucoup plus d'indicateurs sur ses compétences par rapport à celle de Ben Askren qui sort un coup de maître mais en 5 secondes et beaucoup de gens le disent et beaucoup d'analystes le disent. Tu refais le combat 7 fois, pardon, tu fais le combat 10 fois, bah, potentiellement que Ben Askren s'impose 7 fois. Ouais. Ilia Topuria contre Josh Emmett, vu ce qu'on a vu, tu fais le combat 10 fois, tout le monde te dira bah, Ilia Topuria va s'imposer 10 fois ou peut-être 9 fois et la fois où il perd, c'est sur une blessure malencontreuse pendant le combat. Donc voilà, sur le run, j'ai pas grand-chose à dire. Tu l'as dit en début de podcast, l'UFC avait mis une priorité sur Manon. Elle avait le choix entre attendre ou rester active. Elle a fait le choix de rester active, ce qui me semble totalement judicieux. Je te propose qu'on passe par les questions des membres parce que j'en ai pris 6-7, Ouais, bien sûr. ce qui va bien alimenter notre podcast. Et en plus, les questions sont comme toujours très, très intéressantes. Donc, j'avais décidé de prendre les questions uniquement des membres parce que je me suis dit qu'on allait en recevoir beaucoup et que si j'ouvrais à tout le monde, ça allait être impossible à trier. Et là, je crois que j'en ai reçu 15 juste des membres. Alors, pour que ceux qui ne savent pas, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre. Le lien est en description de la vidéo et ça vous donne certains avantages contre un support financier envers notre chaîne pour développer notre projet. Et dans les avantages, il y a le fait qu'on répond à tous vos commentaires de manière exhaustive, qu'on prend vos questions pendant certains de nos podcasts, les game plans et maintenant les coach talks comme celui-ci. Il y a des vidéos exclusives tous les mois, etc., etc. Alors, première question, Mathieu Rebourg. Quel scénario préférerait Aldric en dehors d'une masterclass de 14 minutes et d'un finish dans la dernière minute? On a toujours dit que ça, c'était les performances idéales, c'est une domination sur la totalité des rounds et un finish à la fin. Donc, est-ce que tu préfères un finish rapide, une décision maîtrisée de bout en bout ou une soumission qui ferait fermer quelques bouches? Non, je vais m'intéresser au momentum. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on gagne 80-90% des momentum du combat et ça m'ira très bien. C'est-à-dire que pour faire un bon combat, il faut être deux. Je pense qu'elle aura tout intérêt à salir le combat parce que Manon est une meilleure strikeuse, Manon a de meilleurs déplacements et je pense que même sur la lutte, Manon est au-dessus. À partir de là, voilà, ce que je veux, c'est voir Manon avoir du répondant et gagner ses momentum, voir même s'il y a une glissade et qu'elle se retrouve un moment sur le dos, montrer ce qu'elle sait faire parce que on le travaille beaucoup. Christophe Midou travaille avec moi sur une partie du projet. Jean-Robert Monnier et maintenant Flavio Peroba.
À partir de là, voilà, il y a énormément de travail qui est fait. Moi, je veux que ce travail paye et que les momentum, c'est-à-dire les instants clés du combat, soient tous gagnés par Manon, en tout cas en grande majorité, et ça m'ira très très bien. Ça me fait une transition idéale vers la dernière question que j'avais proposée. Elle nous vient de Team Emma. On a déjà entendu parler du sol de Manon qui serait assez abouti, mais elle n'a pas encore eu l'occasion de réellement le montrer à l'UFC. Est-ce que tu penses qu'elle aura l'occasion de s'en servir sur ce combat, y compris offensivement? C'est possible, parce qu'on sait que Manon, elle a jamais été mise au sol. Il y a un takedown de comptabilité contre Jennifer Maia qui dure 11 secondes, si je dis pas de bêtises, mais en fait, c'est pas 11 secondes, c'est un takedown enchaîné avec une séquence de scramble, et effectivement, il y a la stat qui a été donnée ainsi. Donc, je pense que le sol, tu dois le montrer si tu es vraiment obligé, si tu es en train de perdre le round, si tu t'es fait mettre sur le dos. Et là, tu vas rentrer dans un système où tu combines rage-pas, enfin renversement, scramble ou soumission. Donc voilà, Manon est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. C'est pas moi qui lui ai donné, hein, c'est pas du tout pour surfer sur une hype. Euh, Ça fait 7 ans qu'elle travaille son sol, en sachant qu'elle avait même déjà euh, quelques bases entre guillemets quand je l'ai rencontrée. 7 ans tous les jours. Elle a eu sa ceinture noire plus vite que moi. Elle a eu sa ceinture noire à peu près pareil que Samuel Monin. Et, et c'est pas une ceinture noire qu'on donne au pied d'une cage de MMA pour faire briller tel ou tel maître qui veut faire sa pub sur l'autorité d'un athlète. C'est une ceinture noire qui a été unanimement donnée par 4 ou 5 black belts qui ont bossé avec Manon. Et en termes de grappling, elle a quasiment que des sparring black belt femmes. Et on va pas rompre l'adage qui dit que ce qui se passe à l'entraînement reste à l'entraînement, mais je l'ai jamais vu se faire dominer au sol, même par des grandes championnes dont c'est le sport. Donc voilà, aujourd'hui, euh, sans manquer de respect à la scène du grappling française que j'aime beaucoup, je pense que Manon, à 57 kilos, c'est la meilleure grappleuse française de très loin. Gros statement. Gros statement. Je passe à la question suivante qui nous vient de Banish. Tu y as déjà plus ou moins répondu, mais donc j'ai un peu alimenté avec moi mon opinion dessus. Donc la question, d'abord, c'est Aldric, as-tu essayé de négocier un 5 rounds? Comprends-tu la logique de l'UFC de faire ce combat qui définira la prochaine adversaire de la championne en seulement 3 rounds? Et es-tu déçu par cela ou peu importe, tu es juste concentré sur le fight? Moi, je t'avoue, en toute transparence, que bah, j'ai toujours communiqué sur le fait que j'aimais bien quand le combat est défini comme le gagnant prend le champion par la suite. J'aime bien que ce soit négocié en 5 rounds parce que ça permet déjà à donner au futur challenger une expérience sur 5 rounds. Et donc j'aurais préféré voir ce combat sur 5 rounds. Et donc j'ai allé plus loin, j'ai rajouté une petite question. Est-ce que tu penses qu'il y a un quelconque avantage pour l'une ou l'autre que ce soit en 3 rounds plutôt qu'en 5 rounds? Alors, déjà, je vais te dire pourquoi j'ai pas négocié avec l'UFC. Parce que Manon m'a dit c'est très bien comme ça, et parce que les gens avec qui je travaille, pareil, tu vois, euh, c'est toujours des décisions collégiales. C'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis. Il y a ce que veut Manon, et puis il y a Majdi Chamas, Nima Safapour, euh, qui euh, qui donnent leurs avis et qui m'aident à réfléchir au milieu de toute cette agitation. Donc, première chose, avant de parler du sportif, d'un point de vue comment dire, légal et contractuel, bah, comme ils m'ont dit, comme Majdi et Nima ont dit, et je suis assez d'accord avec ça, un main event, un 5 rounds, ça se paye. Et on sait que dans la clause de ces champions, enfin, nous, on sait, mais comme ça, les gens qui nous écoutent vont le découvrir et vont peut-être l'apprendre. Euh, Normalement, par rapport à un contrat, le championship fight, c'est-à-dire le 5 rounds, c'est x3. Voilà. Donc, ils m'ont dit pourquoi tu vas le donner c'est un combat où la bourse est en 3 rounds. On va pas aller donner un intérêt financier là-dessus. Donc, ça, c'était une information qui est restée dans ma tête. La deuxième information, c'est ce que m'a demandé Manon. Euh, et la troisième, c'était mon avis. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt dans ce match-up à, euh, à l'avoir en 5. Je veux dire, c'est pas un avantage pour nous. Maintenant, elle peut le gagner en 3 ou en 5. Franchement, c'est pas déterminant pour moi.
Manon a déjà fait des synchrones sur les 2 ceintures qu'elle a fait dans les précédentes organisations où elle était championne. Euh, un duel striker contre grappleur, je pense pas qu'il y ait un intérêt particulier en 5. Un combat contre Rose, tu vois, je l'aurais pris en 5, malgré ce que les gens laissent à penser en disant oui, Manon a baissé de régime. Manon n'a pas baissé de régime, c'est la coupure qui a fait qu'elle s'est exposée moins au 3e. Nous, on sait aussi on parlait du sol, mais je sais que la durabilité, c'est aussi un avantage de Manon. Et ça, c'est les chiffres, et ils ne mentent pas, les chiffres. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, les statistiques de Manon en termes en termes cardiaques, entre guillemets, je ne vais pas donner d'items en particulier, mais sont énormes. Donc, voilà, la durabilité, on sait qu'elle est pour nous. Et sur le match-up, ce qui a fait aussi que moi, je me suis rangé vers et l'avis des gens avec qui je travaille et l'avis de Manon, c'est que je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt particulier à avoir un 5. Parce que on a vu que Erin avait baissé aussi très nettement au 3e, même si c'est le mental qui a fait qu'elle a battu Taila Santos. Et je pense que la diff, elle va se faire tout de suite. Tu sais, grappleur contre striker, ça tombe, tu le vois tout de suite si ça va. Je reprends des combats un petit peu dans ce style, des Belal Mohamed, Leon Edwards, même s'il s'est arrêté prématurément. Tu sens vite quand la messe est dite. Tu sens très vite ce qui va se passer dans un combat comme ça. À partir de là, je pense qu'il n'était pas plus judicieux que ça de le mettre en 5. C'est vrai que c'est assez rare de voir des combats genre striker contre lutteur où le lutteur galère sur les 2 premiers rounds à mettre au sol et puis il parvient dans le 3e à moins d'un excès de fatigue chez le striker par exemple. Ceci étant dit, il y a tout de même quelques lutteurs du style Merab Dvalishvili qui sont connus pour shooter, pas spécialement pour mettre au sol, mais juste pour fatiguer. Et ils vont shooter et y aller à l'usure. Blanche Fields, j'ai pas l'impression que ce soit une de cette catégorie-là. C'est plus une lutteuse qui va travailler pour mettre au sol. Et si ces 5 premiers takedowns sont ratés, a priori les 5 suivants le seront aussi. Soit elle a un haut taux de réussite, soit elle a un très bas, mais elle n'aura pas un moyen. Donc effectivement, je pense que je peux m'aligner sur le fait que 3 ou 5, a priori, les réponses seront données déjà dans les 3 premiers, quoi qu'il arrive. Alors j'ai passé à une question de Yoni BK305. Je l'ai coupé, la question, pour avoir juste la partie à laquelle on n'a pas déjà répondu. Donc ici, il demande, il y a Mera qui combat ce week-end contre Pennington pour la ceinture vacante des bantamweight. On rappelle que Manon Fiorot, dans son run, et quand tu parlais de run tout à l'heure, on aurait pu le souligner, elle a rencontré Meira, qui est maintenant la contender numéro 1 pour la ceinture vacante, et elle est favorite contre Pennington. Donc si Meira prend le titre ce week-end, est-ce qu'on pourrait voir Manon monter de catégorie pour une revanche? Une revanche évidemment pour Meira. Évidemment, je pense... Alors, j'ai juste continué cette question. Je pense que quand tu vois que tu as une de tes anciens adversaires que tu as battu, qui va prendre la ceinture dans une autre division, automatiquement, ça t'attire d'aller dans cette division parce que tu sais que tu es capable de la battre. Donc, est-ce que c'est une possibilité? Alors, oui, mais pareil, c'est Manon qui m'a dit qu'elle voulait régler les choses en flyweight avant de penser à monter au-dessus. Donc, voilà, elle veut s'affirmer dans cette catégorie-là. On a reçu pas mal de... C'est pas des critiques, hein, c'est des avis disant oui, Manon, elle est énorme pour la catégorie. On fait le poids facilement. Tu étais avec nous à Paris, tu as vu pas le cut, mais une partie du cut, c'est-à-dire avant, quand on est allé manger et tout. Voilà, Manon, elle se plie pas en 4 pour faire le poids. C'est une déshydratation qui est... alors, les images d'RMC, elles peuvent paraître terribles, mais pour ceux qui connaissent, 3 kilos, ce qui représente 5% de poids de corps, ça reste une déshydratation qui est légère et pas ni sévère ni dangereuse. Donc, elle fait le poids facilement en flyweight, même si elle est grande et costaud. Donc, il n'y a rien en termes de temporalité. Tu vois, c'est pas comme un Aljamain Sterling qui dit que c'est vraiment une épreuve très, très difficile et qui monte par dépit, en fait. Pas par dépit, mais par obligation. On peut largement, maintenant à 33 ans, on peut largement faire ce poids encore facilement quelques années. Donc, c'est pas quelques années, mais Manon veut être championne et défendre sa ceinture en flyweight. Puis après, on verra si Meira est toujours championne. Mais c'est pas tellement pour la revanche, c'est juste un indicateur en fait. Ce qui est intéressant dans ce schéma, si Meira est championne, c'est que
ça te donne un indicateur du niveau de la caté d'au-dessus. Alors, indicateur qu'on avait déjà compris, il y a pas mal de flyweight, de 61, pardon, de bantam qui sont montés, qui se sont entraînés avec Manon. Donc, on a vu très vite qu'en fait, elle avait largement le niveau, que ce soit en force ou en gabarit, pour faire les deux KT. Mais je pense que un run digne de ce nom ne doit pas laisser de place à la dispersion. Donc voilà, tu es en flyweight, tu fais ton flyweight, et derrière ça, s'il y a une opportunité d'aller chercher, de faire un super fight pour, je sais pas moi, le prochain UFC au mois de juin de 2025, bah c'est une étude, on ira sereinement en tout cas. Voilà, parce qu'on sait qu'il y aura pas de déficit de poids ou de puissance pour aller performer dans cette catégorie. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Moi, ce que je n'apprécie pas en MMA quand il y a des changements de catégorie, c'est d'avoir la possibilité de se cacher derrière le ouais, mais je suis monté que pour une fois, donc j'ai pas fait une vraie montée. Et là, je me suis fait surprendre par le physique de l'autre, alors que si j'avais fait une vraie montée, mes compétences sont au-dessus, blablabla. Donc, je pense sincèrement que ouais, si Manon voit que Meira est championne dans la catégorie du dessus, en sachant qu'elle l'a déjà battue par le passé. Si elle veut aller la chercher, je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux et pas faire une dispersion, comme tu l'as très bien dit, c'est le bon mot. Ici, elle est en train de faire son run en flyweight. La meilleure option, c'est de prendre cette ceinture, la défendre, parce que quand tu défends pas ta ceinture, c'est aussi une critique que les fans vont toujours faire. C'est oui, comme McGregor, tu vois, il a été champion, mais il a jamais défendu ses ceintures, alors que ce qu'il a fait est juste exceptionnel et tu peux pas contre-argumenter ça. Donc je pense que dans un monde idéal, il faut penser à aller prendre la ceinture, la défendre au moins une fois avant de chercher ce champ. D'autant plus qu'on pourra dire, si Manon devient championne, elle aura passé quasi toutes les contenders dans son run vers le titre. Là, il y a Erin Blanchfield. Si elle prend le titre, disons, à Grasso et qu'elle défend contre Shevchenko, ben, tu peux aller prendre ton challenge dans la catégorie du dessus parce que tu auras nettoyé déjà, pré-nettoyé, on va dire, ta division. La KT, en fait, il y a des contenders qui arrivent intéressants, comme les deux Silva, comme Macy Barber, mais très, très honnêtement et très objectivement, ça, on verra, tu vois, parce que je pense qu'il y a des, voilà, 34 ans, 33 ans, pardon, Manuel veut encore faire minimum 4 ans de carrière, donc ça laisse de la place, ça laisse du temps à faire des projets. Maintenant, je pense que le challenge de montée peut être intéressant. Il faut que comme tu l'as très bien dit, t'as Grasso, t'as Shevchenko, ça c'est vraiment des fights à faire. Derrière ça, les filles arrivent, donc elles devront mériter leur place. Et ça, on verra ça par la suite. Mais c'est vrai que le challenge de montée peut être intéressant une fois ça accompli. Là, tu dis, OK, est-ce que après ça, pareil, moi je travaille et c'est Manon qui décidera si elle veut tenter de défendre les deux. Ou si elle veut monter définitivement, ça ce sera c'est elle qui décidera de ça. Je sais que Nunes l'a fait, mais dans une caté qui n'existait pas vraiment. C'est pas que je veux me montrer dégradant, mais si Manon arrive à faire ça, pour moi c'est elle la goat des filles, parce que certes Nunes l'a fait. Déjà Valentina a échoué, même si ça s'est avéré très serré, elle a échoué et je pense que le faire à 57-61, c'est beaucoup, beaucoup plus dur que le faire à 61-66. Beaucoup, beaucoup plus dur. Bah, en fait, on peut pas contre-argumenter là-dessus. Il y a plus d'athlètes en 57 et en 61 qu'en 61 et en 66, comme tu l'as dit. La division des 66, elle a été créée pour Nunes et Cyborg, en fait. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Enfin, en tout cas, elle a été créée pour avoir ce statut de champ pour Nunes. Et il n'y avait même pas de classement. Enfin, ton classement, il allait pas jusque 15. Il y avait peut-être 7 ouais, 8 athlètes. Ouais. Et la plupart qui combattaient là, c'était Holly Holm qui montait, Germaine de Randami qui montait. Il y avait très peu de vrais featherweight qui sont venus là. Et maintenant qu'il n'y a plus Nunes, ben la division n'existe plus. Donc forcément, la complexité et l'adversité n'est pas la même dans ces divisions. Maintenant, voilà, on va rien retirer non plus à Nunes. Elle a fait un run incroyable. Elle a pris tous les gros noms. Elle a pris Holm, elle a pris Michatet, elle a pris Ronda Rousey et elle a pris Cyborg. Donc c'est difficile d'aller la chercher sur le statut GOAT. Mais effectivement, si on part du principe qu'on a une Manon qui bat Blanchfield, Grasso, Shevchenko et puis la championne bantamweight, elle aurait aussi un sacré argument.
Et puis, bon, comme il lui reste 4 ans, il y a encore des combats à faire derrière. Et c'est là-dessus où je voulais aussi rebondir, c'est flyweight féminine et flyweight bantamweight féminine, pardon, sont pas des divisions ultra deep. Il n'y a pas un roster de 60, 70, 70 athlètes comme on peut en avoir en featherweight ou en lightweight masculin. Ce qui signifie que je pense que c'est le genre de division où tu peux être championne dans les deux et défendre dans les deux parce que les nouvelles challengeuses se positionnent un peu moins fréquemment que dans les grosses divisions masculines, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Après, pour être encore plus honnête avec les gens qui nous écoutent, je pense que si un jour il y a une fille qui fait 52-57, là, ce sera elle, la GOAT, qui est Manon, pas Manon, Nunes, pas Nunes. Parce que là, par contre, on est sur vraiment les deux plus grosses KT féminines. Forcé de constater qu'à 61, ça va vite quand même. Tu vois, tu as des filles qui ont été opérées des croisés, qui ont eu un an d'inactivité, qui ont augmenté dans le classement. Je parle de Pani Kinsat, par exemple. Donc, bien sûr que ce 61, c'est pas une caté folle, mais on peut, si un jour il y a un super fight à faire à 55, franchement, on peut peut-être y arriver. Mais descendre à 52, c'est impossible physiologiquement pour Manon. Mais ouais, mais tu peux même envisager un super fight Zhang à 55. Moi, je pense qu'on peut faire, tu vois, parce que je rappelle quand même que le vrai poids, c'est 56,750. Donc Manon l'a déjà fait. On a voulu prouver à l'UFC qu'on était capable d'obtenir ce poids. Donc ça nous ramène à 1,7 kg. En préparant vraiment ça, ouais, je pense que c'est un truc qui pourrait se faire un jour, tu vois. Ouais, ceci étant dit, je pense que l'UFC, imaginons Manon est championne et veut affronter quelqu'un des strawweight dans un super fight, quitte à ce que celle des 52 kilos monte à 55, ils vont lui dire de monter à 56,7 pour que ce soit pour la ceinture. Et Ouais, c'est vrai. effectivement, si c'est Zhang ou peu importe qui sera la championne à ce moment-là, mais a priori, dans la division strawweight, j'ai difficile à voir quelqu'un détrôner Zhang actuellement. À part Tatiana Suarez, mais je viens de voir ce matin qu'elle s'est blessée et qu'elle ne combattra pas contre Lemos. Attention à sa compatriote quand même. Attention, ça fera peut-être l'objet d'un podcast, on en parlera toi et moi, mais attention à sa compatriote. Ah ben, je sens que ce combat de l'UFC 300, on va se l'analyser à deux du coup. Parce que ton petit attention m'intrigue et ça m'intéresse du coup de pouvoir avoir ton opinion là-dessus. L'UFC 300, je crois qu'on va devoir analyser chaque combat de la carte et donc là tu viens de te réserver le spot sur l'analyse de Zhang contre Xiaonian. Écoute, moi j'ai fait le tour des questions qu'on avait de nos membres, donc déjà merci à tous nos membres d'avoir posé des questions aussi pertinentes comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un autre élément autour du combat qu'on n'a pas abordé que tu voudrais dont tu voudrais discuter? Pas vraiment. Si tu me laisses un petit mot à la fin, j'aimerais juste recontextualiser un petit peu la situation, les performances et tout ce qui va avec. Tu vois, là, je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis beaucoup plus serein dans l'approche de ce combat parce qu'on est, au moment où je te parle, on est à presque 3 semaines de camp, tout se passe bien et surtout, on repart pas de zéro. Tiens, d'ailleurs, on pourra aussi en parler lors du prochain Coach Talk où on a déjà eu les premiers contrôles antidopage de la nouvelle organisation qui régit l'UFC. Donc, mais oui, ça part pas de zéro. Manon était déjà très en forme. Au final, qu'est-ce qu'elle a pris après Rose? Elle a pris une semaine de vacances où elle a fait un peu de très très léger. Elle est allée faire du surf, mais ça a beaucoup bossé. L'équipe s'étoffe. Je parlais tout à l'heure de Flavio Peroba. Donc qui a intégré l'équipe. D'ailleurs, on a toujours dit dans les Coach Talk que on parlait de produits intéressants et même s'il n'y a pas de partenariat avec la chaîne, j'ai aucun partenariat moi avec Miniweight, mais c'est du collagène principalement et d'autres choses que j'essaye en plus là parce que Manon est sponsorisé, qui me font énormément de bien et c'est vraiment un produit que Manon a beaucoup utilisé pendant sa réathlétisation. Donc collagène alimentaire plus on
on en reparlera. Puis ils ont réalisé un petit film sur YouTube, je crois, qui est sorti hier ou aujourd'hui, au moment où on se parle. Donc voilà, qui a parlé un petit peu de la réathlétisation de Manon et de son chemin. Et autant pour Rose, le pari était super dangereux et périlleux. Pourquoi je dis ça? Parce que tu sais que moi j'aime beaucoup, toi aussi d'ailleurs, on aime beaucoup les statistiques. Et ce coup-ci, elle prêchait pas en notre faveur. C'est-à-dire que quand tu prends les stats de retour suite à ligament croisé antérieur, 60, 71 ou 74, mais à culpa si je me trompe, mais c'est soit l'un soit l'autre de défaite. Voilà. Donc c'est un pari risqué. Pourquoi? Parce que les athlètes veulent reprendre tous, pas prématurément, mais voilà, aujourd'hui on te dit le K-Start pour la reprise de l'entraînement, c'est à 6 mois, et le combat, du coup, tu le prends à 10, 11 ou 12 mois. Et sur ces chiffres-là, le pourcentage de défaite des athlètes qui revenaient d'un croisé était de 71-74% de défaites. Et on le voit là, hein. Regarde, je t'ai parlé en début de podcast de Pani Kinsat, qui s'était fait les croisés et qui est revenu et qui a perdu. On peut également parler de Kazé O'Neill, qui s'est fait les croisés et qui a perdu. Il y a énormément d'exemples sur ça, hommes ou femmes, puisque voilà, 7 fois sur 10, c'était une défaite. Donc, tu prends ce combat à 11 mois contre Rose Namajunas à Paris. Il y avait de l'inquiétude, bien sûr, de ma part sur le camp, sur l'efficience, entre guillemets, de Manon. Donc là, je suis plus serein. Et puis surtout, voilà, c'est pas un secret. Le grappling, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux, et la lutte en chaîne et le cage control aussi. Donc c'est pas du tout de la suffisance, hein. Je vais passer au moins 300 heures à visionner les images d'Erin, qui, soit dit en passant, sont quand même vachement plus intéressantes que regarder du Kathleen Chookagian. Mais C'est vrai, c'est vrai. non, mais c'est honnête, hein, même si le jeu de Kathleen est intéressant quand même avec tu sais, souvent quand même forcé de constater que les garçons, ils sont quand même il y a quand même, ouais, le MMA féminin, ça pue, c'est machin, ça me plaît pas, c'est la pause, mais quand même je vais être un petit peu insultant, mais c'est le côté un peu barbare du spectateur, parce que pour avoir regardé, justement, tu parlais de Mera Bueno Silva, il y a des ninja choke, il y a un travail au sol qui est extrêmement intéressant, avec des gardes escaliers, avec du travail dans la garde fermée, hyper technique. Et pareil pour Erin. Erin, elle fait des choses très intéressantes sur sa lutte en chaîne, avec du décalage en gréco et des crochetages intérieurs, avec des passages de garde en sombrero magnifiques, avec il y a du travail, il y a de la réflexion et il y a de la technique chez ces jeunes dames. Pareil, hein, moi je regarde, parce que le vieil adage, on continue de la même façon. Moi, je regarde d'abord comment ils vont prendre Manon avant de penser à mon game plan à moi. Donc, j'ai re-regardé Manon Chouk, Manon Rose, et moi, je trouve Manon Rose d'une technicité en termes de feinte, d'appel contre appel, d'action-réaction et de déplacement intérieur-extérieur, mais c'est tellement abouti techniquement. Alors, les bourrins vont préférer du sang et de la violence, hein. Mais quand on regarde ce qui se fait techniquement sur le jeu de pied, les déplacements et les jabs, mais c'est d'un niveau absolument stratosphérique. Et si ce que je dis ne plaît pas, eh ben, ça changera pas, hein. C'est pas très grave, vous m'insulterez sur Twitter, c'est pas ni la première ni la dernière. Mais voilà, le boulot a déjà commencé, et c'est vrai que en tant qu'entraîneur, moi, il me plaît beaucoup ce combat, parce que je vais devoir préparer pas mal de scénarios et travailler sur beaucoup de catch control, puisqu'on sait que grande partie des takedowns de Erin partent de là. Elle fait des attaques aux jambes aussi. Attention, elle l'a fait contre Molly McCann, elle l'a fait contre Avila, elle l'a fait contre Miranda Maverick. Mais sur ces 2 derniers combats, quand les niveaux augmentent un petit peu avec des filles qui se déplacent un petit peu mieux, même si ces filles-là ne se déplacent pas comme Manon, ça va souvent sur du catch control. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. Ça me ravit vraiment. Je pense effectivement que c'est le genre de combat, en termes de challenge intellectuel pour un coach, c'est très intéressant. Et comme tu l'as dit, il y a aussi pas mal d'apprentissage quand on observe une combattante comme Erin Blanchfield qui propose de
de très belles choses, surtout dans le département de la lutte et du sol. Et donc, ça va être, oui, les 300 heures que tu vas passer à étudier son adversaire, ça va être 300 heures de plaisir, je pense. Et je me ferai un plaisir aussi de passer quelques heures, peut-être pas 300, mais je vais me faire un plaisir de me refaire tous les combats de Erin Blanchfield aussi, pour pouvoir proposer. On fera le game plan avec Brian hein, sur ce combat évidemment, Oui. et on proposera ça Non, mais on avait dit en fight plus, week. on avait dit en plus, Chris, qu'on parlerait un petit peu, on échangerait un petit peu et qu'on on le mettrait disponible après le combat pour nos auditeurs. Donc on le fera. On fera un petit point technico-tactique avec Chris. Peut-être on en fera 2 ou 3. On verra comment on arrive à placer le temps. Et on les diffusera après. Mais encore une fois, je nuance, mais il n'y a aucune suffisance. Hein. Je la prends très très au sérieux. Elle est très forte. J'aime beaucoup son style, mais on y va pour lui rouler dessus, comme tous les combats. Tu vois, il y a du respect. C'était pareil pour Sola Yusuf. On a énormément de respect pour Tourpal, mais on est allé pour gagner et on l'a fait. Et tous les combats des Shigemoto Hogan, voilà, c'est des combats que j'aime parce qu'il y a des game plans, parce il y a énormément de possibilités. Erin, elle attaque de partout. Elle maîtrise tant le crucifix que la Kimura, que les leg locks. Et du coup, il faut travailler la posture sur tous les compartiments. Il faut travailler sur la défense proactive et pas passive du cage control parce que sinon, effectivement, tu te fais user. Et il y a beaucoup d'aspects de ce sport qui me plaisent là-dessus. Et après, je suis pas magicien, mais surtout maintenant, on a les armes. Je veux dire, quand tu te prépares un truc comme ça, et je ferai une dernière ref, après on clôture le podcast, tu vois, mais je repense à Dimitri Solimes qui faisait le main event du PFL à Dublin. Je savais qu'il prenait une black belt de jiu-jitsu et j'étais pas persuadé que dans tous les compartiments, on avait la possibilité d'être efficient. On a pris ce combat parce que Dimitri le voulait, parce que il fallait, je pense, l'affirmer un petit peu à très haut niveau, même si il l'a malheureusement perdu. Mais c'est vrai que là, bon, maintenant, elle a vraiment toutes les armes pour performer à 100% sur les 3 aspects majeurs du combat. Donc, après, un combat, c'est un combat. Il peut se passer plein de choses. Mais en tout cas, les armes, elle les a pour performer, pour vraiment faire un sans faute sur ce combat. Voilà, je pense qu'on a fait un énorme tour du sujet et on n'est pas prêt de. Enfin, je pense qu'on en parlera encore sous différents formats. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ça et on en parlera encore beaucoup en off. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à Unibet de supporter le Coach Talk et merci à tous les membres pour vos questions. Ça fait vraiment plaisir. Aldric surtout, grand merci à toi pour ton temps et toute la transparence au travers de chacune des questions qui ont été posées. À très bientôt. À très vite.